Notre démocratie qui est grandement en crise, moi, à mon avis, ne sortira pas de cette crise si elle ne se régénère pas au travail. Et quand je dis ça, je veux dire simplement que on ne peut pas être citoyen dans la cité et se taire au boulot. Or, c'est quand même un peu la manière dont on fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que pour beaucoup de salariés, heureusement pas tous, mais pour beaucoup de salariés, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent au travail, lié à la subordination de son contrat de travail. Quand on rentre dans une entreprise, on est subordonné par un contrat de travail et on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Quand on l'ouvre un peu, ça peut être compliqué, surtout s'il n'y a pas d'organisation syndicale. Donc voilà. Donc, et ça, je crois que c'est quelque chose, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui a vécu. Je crois que c'est plus possible, ça n'a jamais été possible. Toujours les salariés ont essayé quand même de dire leurs mots, mais je pense qu'on est dans une situation, mais j'y reviendrai, où ça c'est plus possible. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand même on a une situation un peu particulière sur laquelle il nous faut réfléchir et on en débattra. C'est que depuis la révolution industrielle et l'installation du capitalisme, je dirais ça il y a entre 200 et 150 ans, on a une organisation du travail, une organisation scientifique du travail qui a été mise en place, une division du travail qui a été mise en place, qui n'a jamais été débattue, qui n'a jamais été contestée, et qui est en fait comme ça, je dirais presque déifiée. On se retrouve dans une situation où c'est comme ça qu'on doit travailler. Et c'est pas autrement. Et ça n'a jamais été débattu, et ça ne fait pas partie du débat politique. Vous pouvez regarder toutes les campagnes électorales que vous voulez, de qui que ce soit, ça ne fait pas partie du débat politique. On parle des questions d'emploi, comment on va créer des emplois, etc., etc. Mais la manière dont travaillent les salariés aujourd'hui ne fait pas partie du débat politique. Or, c'est quand même un élément essentiel, et je pense que ça mérite d'être débattu. Pour quelle raison on diviserait le travail, on mettrait en concurrence les salariés comme on les met en concurrence, et pour quelle raison on installerait le travail de cette manière-là? Parce que depuis 150 ans, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le taylorisme, puis on a eu le lean management, qui est venu du Japon. Aujourd'hui, on a une gestion du travail par objectif. On demande aux salariés de se fixer des objectifs qu'il faut atteindre à tout prix. Bien souvent, ils sont inatteignables, et on les juge sur les objectifs, pas sur le travail, mais sur les objectifs qu'ils ont atteints ou pas atteints. Et donc, on est dans ces situations-là, et résultat, on le voit aujourd'hui, beaucoup de salariés, heureusement pas tous, mais beaucoup de salariés, soit souffrent au travail, soit se désengagent. Et parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que celle-là. Alors pourquoi on se retrouve dans ces situations-là au boulot? Tout simplement parce que ça, c'est les ergonomes français qui nous l'ont démontré. Il y a toujours un travail prescrit et un travail réel. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous ne faites jamais exactement ce qu'on vous demande de faire. Bien évidemment, vous suivez cette prescription à 80, 90, 95%, mais il y a toujours une part de savoir-faire, d'intelligence, d'énergie que va mettre en œuvre le salarié, parce qu'il est toujours, tous les jours, dans une situation singulière, qui fait qu'il va falloir qu'il s'adapte et qu'il ne fasse pas exactement ce qu'il va faire. D'ailleurs, quand un salarié fait exactement ce qu'on lui demande de faire, ça porte un nom.
Ça s'appelle la grève du zèle. Et quand vous faites la grève du zèle, ça ne marche pas. Il n'y a aucune boîte qui fonctionne quand vous faites la grève du zèle. Heureusement que les salariés ne font pas exactement ce qu'on leur demande de faire. Qu'ils ont cette intelligence, ce savoir-faire, cette capacité à eux, qui font que ils font pas exactement ce qu'ils ont à faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme cette émancipation qu'ils ont en eux, cette façon de tricher, parce que bien souvent ça se fait dans l'anonymat, sans le dire, ça c'est pas discuté dans l'entreprise. Les managers, les directions, eux, ils sont sur le prescrit, vous devez faire ça, et donc c'est comme ça que ça doit faire. Et donc on se retrouve dans des situations où en fait les salariés, soit ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme ils aimeraient travailler pour faire du bon boulot, et s'ils veulent se sauver et ne pas souffrir, ils se désengagent. Vous voulez que je travaille comme ça? Allez, je vais faire comme vous avez dit. J'en ai plus rien à foutre. Mais je sais que c'est du mauvais boulot. Je sais que c'est du travail qui est ni fait ni à faire. Et bien souvent, on se retrouve dans ces situations-là, et le problème, c'est que ça, c'est jamais débattu. C'est jamais débattu dans les entreprises. Il y a toujours ce travail prescrit, et donc vous avez des managers, des DRH, etc., qui regardent leur tableau Excel, et sur lesquels il y a des chiffres, des objectifs, etc., etc. Et en fait, les tableaux Excel, ils correspondent à rien. Moi, je peux vous dire que j'ai fait quelques débats avec des DRH. Quand je leur dis que d'en bas jusqu'en haut et d'en haut jusqu'en bas, tout le monde triche, j'ai pas encore entendu un DRH me dire c'est pas vrai, monsieur, on ne triche pas. Tout le monde triche. Tout le monde triche parce qu'effectivement, la réalité du travail, c'est jamais la même tous les jours. Donc, on est confronté à ça. Et donc, ce débat, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Et donc, ça implique effectivement qu'on réfléchisse autrement. Et ça a été dit, je crois qu'on est dans une période où l'organisation du travail de manière verticale, avec un chef, des petits chefs en dessous, et puis ça descend en bas, etc., à l'époque du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet, etc., je pense qu'on est en train de bousculer tout ça, et c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui, et qui fait qu'on a aussi cette crise que nous vivons aujourd'hui. Je pense des philosophes disent qu'avec le numérique, on est dans la même situation que ce qu'ont vécu nos aïeuls au moment de l'imprimerie, à la Renaissance. Sauf que l'imprimerie, quand elle s'est mise en place, ça, de manière à ce que ça se développe, ça a touché 6, 7, 10 générations. Là, le numérique, il est en train de bousculer tout le monde en une génération, voire 2, mais pas plus. Donc ça inquiète beaucoup de monde, mais tout le monde, les salariés comme les patrons, bien entendu. Mais je pense qu'on est dans cette situation-là, et donc ça pose deux questions essentielles, c'est-à-dire, je l'ai dit dès le début, c'est qu'on ne peut pas être citoyen à la cité et se taire au boulot, donc il faut de la démocratie au travail, et je dis bien de la démocratie. C'est un débat qu'on n'a pas tranché encore dans la CGT, ça, mais moi, je pense qu'il faut de la démocratie au travail et pas de la démocratie sociale. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une sous-démocratie au travail. Il n'y a pas la démocratie politique d'un côté et la démocratie sociale de l'autre. Je pense qu'il y a la démocratie tout court et qu'elle doit être partout. Et donc, fondamentalement au travail, parce que c'est quand même là qu'on passe une bonne partie de son temps. Et le deuxième élément dans cette question de la démocratie, c'est la question des décisions qui sont prises dans les entreprises. Aujourd'hui, les décisions jusqu'au plus haut niveau dans les entreprises, qu'elles soient publiques comme privées. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les questions de souffrance au travail, etc., touchent tous les salariés. Il n'y a pas de différence entre le privé et le public. Là, c'est partout pareil. Mais les décisions qui sont prises dans les entreprises, elles sont prises à partir des critères financiers, bien souvent, les actionnaires. Donc eux, ils ne regardent pas. C'est pris à partir du client.
c'est pris à partir des critères de la dette publique dans la fonction publique, hein, mais c'est jamais pris à partir des questions du travail. Jamais on regarde qu'est-ce que ça va. C'est toujours en second que ça vient les questions du travail. C'est-à-dire on prend les décisions et puis on regarde les conséquences que ça peut avoir sur les salariés et sur leur travail. Mais ça, c'est pas possible. Il faut que dans les décisions qui soient prises, on prenne en compte ce que ça signifie. Je vais vous donner deux exemples très concrets. Avant d'avoir des responsabilités nationales, j'en avais ici à Languedoc-Roussillon, il y a 3-4 ans, au Salin du Midi à Aigues-Mortes, l'entreprise a décidé de supprimer 60 emplois et de vendre une partie des terrains. Et les copains de la CGT, pour empêcher ce plan de restructuration, au lieu de le faire en essayant d'attaquer sur les questions économiques, ils l'ont fait à partir de ce qu'est le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, et ils ont tout simplement posé à la direction, d'accord, vous supprimez 60 emplois, expliquez-nous comment vous organisez le travail avec 60 emplois de moins. La direction ne s'était pas posé la question. Les actionnaires avaient dit qu'il faut supprimer 60 emplois pour que le taux d'action il soit à tel niveau, et donc on a supprimé 60 emplois. Et comment on organisait la production, ah, ça, c'était pas leur souci, ça. Ils ne s'étaient pas posé la question. Ils ne s'étaient pas posé la question. Et donc on se retrouve dans des situations comme ça en permanence où des décisions sont prises et où on ne regarde pas les conséquences que ça peut avoir. Je vais vous donner un deuxième exemple dans la fonction publique. Et là, il y a quelques mois, quand notre Premier ministre a pris ses responsabilités, il a dit qu'il fallait faire 50 milliards d'économies. Et dans la santé, il a proposé qu'il y ait 20 milliards d'économies. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marisol Touraine. Et elle nous dit, quand on la rencontre, ne vous inquiétez pas, je sais que dans les hôpitaux c'est difficile, donc on ne va pas supprimer d'emplois dans les hôpitaux, mais on va faire des économies en développant l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est qu'on fait passer les patients, on les opère, ils ne sont pas opérés, qu'ils sont déjà sortis chez eux, et donc il y a un lit d'hôpital qui sert 3 patients dans la journée. Donc voilà comment ça se... Donc on enchaîne le plus vite possible, etc. Avec pas plus de salariés, vous comprenez bien que bien évidemment ça veut dire plus de boulot pour les salariés qui sont dans les hôpitaux, il faut faire plus de chambres, il faut nettoyer plus de chambres, plus de lits, etc., etc. Il faut nettoyer plus rapidement les blocs opératoires. Moi je lui ai dit, si vous faites ça, au lieu de 4 milliards d'économies comme vous allez faire 5 milliards de plus de déficit, parce que vous allez esquinter un peu plus les salariés, et il faut savoir que dans les hôpitaux, à partir de 45 ans, il y en a déjà un quart qui sont déjà en inaptitude des salariés, parce qu'ils sont complètement esquintés. Et puis je lui ai dit, vous allez avoir des salariés qui vont nettoyer correctement 1 fois, 2 fois, 3 fois une chambre ou un bloc d'hôpital, et puis la 4e fois ça sera pas bien fait, et on aura des risques nosocomiaux et des conséquences catastrophiques, etc., etc. Donc voilà, je pense que la question des décisions elle est importante. Alors je dis ça parce qu'en même temps, si on veut parler économie, on parle beaucoup du coût du travail. Et on ne parle jamais du coût du mal-travail. Du coût du mal-travail. Parce que ce qui fait souffrir les gens, c'est qu'on les empêche de bien travailler. Ce n'est pas le travail qui les fait souffrir, c'est qu'on les empêche de bien travailler. Et qu'ils aimeraient faire du bon boulot. Je connais personne qui n'a pas envie d'être fier de son travail. D'ailleurs, je pense que quand il en parlera, vous comprendrez. Et donc, voilà. Et ce mal-travail, nous, on a chiffré. Ça coûte 4 points de PIB par an à l'économie française. 4 points de PIB, c'est 80 milliards par an que ça coûte à l'économie française. Pour vous donner un ordre d'idée, le déficit de la sécurité sociale est de 14 milliards. 80 milliards par an. Et ça, c'est les accidents du travail, les maladies professionnelles, les risques psychosociaux, etc., etc. Et puis, c'est aussi les conséquences d'un mauvais boulot qu'il faut refaire dans les boîtes, les rebuts, les choses mal faites, etc., etc., qui sont jamais comptabilisées dans les boîtes. Jamais, jamais comptabilisées. Et puis des conséquences qui peuvent être graves aussi. Je pense notamment aux questions d'environnement. Vous voyez, je vais aller loin,
la plateforme BP en Louisiane, il y a 5 ou 6 ans, les salariés, ils disaient 15 jours avant que ce qu'ils étaient en train de faire, ça allait pas. On ne les a pas écoutés. La Louisiane a été noyée sous la nappe de pétrole. AZF, à Toulouse, c'était une organisation du travail, en sous-traitance. C'est aussi une organisation du travail. Et puis on se rend compte qu'après ça peut avoir des conséquences parce que... Vous voyez, donc c'est ça tous les jours. C'est ça tous les jours. Donc ce mal-travail est important. Donc ce qu'on pense, et puis je m'en arrêterai là parce que sinon après, et puis on débattra, c'est que on a besoin de changer ça. Et au moment du numérique, ça me paraît évident. Et on ne peut plus en rester là. Alors il y a des tentatives de choses qui essayent de se faire, y compris de la part des patrons. Hier j'étais dans un débat à Paris sur les entreprises libérées. Il y a un certain nombre de patrons qui disent c'est plus possible de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui et qui essayent de mettre en place, ceux-là ils ne sont pas au MEDEF, hein, mais bon, ils essayent de mettre en place des fonctionnements qui font que les salariés disent leurs mots, expliquent, parce que c'est eux les experts du travail, les salariés, c'est eux qui savent. Et donc ils disent leurs mots, ils expliquent comment il faut faire et ça marche beaucoup mieux, Donc il y a ça, et puis nous on essaye de sortir le salariat de cette subordination liée au contrat de travail, et donc on a réfléchi il y a plus de 10 ans maintenant à l'idée de nouveau statut du travail salarié, qui est en quelque sorte un socle de droits attenant à la personne plutôt que des droits liés à l'entreprise. C'est-à-dire que ce serait un socle de droits, le droit à la retraite, le droit à la sécu, le droit à l'emploi, le droit des salaires, le droit à la qualification, le droit à la formation professionnelle, etc. Mais attenant à la personne salariée et transférable d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, si vous quittez une entreprise, la plupart du temps c'est malheureusement en vous faisant virer, quand vous retrouvez du boulot, l'entreprise B où vous retrouvez du boulot, bien souvent on vous reprend sans votre ancienneté et vous repartez à zéro, quoi. Et donc vous perdez des salaires, etc. Nous, l'idée c'est que on a cette continuité parce que les droits ils sont attenants à la personne, ils ne sont pas attenants à l'entreprise. Donc voilà un peu ce qu'on veut essayer de développer, mais encore une fois je pense que on ne sortira pas la démocratie de la crise dans laquelle elle est si on ne la régénère pas au travail. C'est pas possible que les 3/4 du temps que l'on passe, on le passe au boulot. C'est pas possible que là il n'y ait pas de démocratie, quoi. C'est impensable. C'est impensable. Et donc c'est une question fondamentale et ça nécessite qu'on transforme le travail. Et nous, ce qu'on porte, c'est l'idée que on ne changera pas la société si on ne transforme pas le travail. Et c'est donc la bataille qu'on essaye de mener avec les salariés actuellement, même si on a beaucoup de difficultés. Voilà, je m'en tiendrai là. À moi alors. Donc bonsoir à tous, merci de nous accueillir à Montpellier. Alors, on m'a demandé de résumer un peu la lutte des Fralib et d'où on vient et ce qu'on est en train de construire. Donc ça va être compliqué de le faire en très peu de temps, donc je vais essayer de raccourcir au maximum et de laisser plutôt la place aux questions. Je pense que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément la lutte qu'on a menée et ce qu'on est en train de construire, mais avec les éléments que je donnerai pour ceux qui ne le savent pas, puis ceux qui connaissent, et je pense qu'il y en a quand même qui la connaissent, c'est toujours mieux comme ça de répondre, d'avoir un échange ensemble pour répondre aux questions qu'éventuellement vous vous posez, et ça me paraît plus judicieux. Donc nous, on a mené une lutte de 3 ans et demi. Alors Fralib, ça veut dire Française d'alimentation et de boisson. Ça appartient au groupe Unilever. À la base, c'est une société qui regroupe 3 usines, 3 sites de production, un site au Havre, c'est de là que je viens, avec mes 2 camarades qui sont avec moi aujourd'hui, ça s'entend, j'ai pas l'accent qui chante. Donc c'est une usine, alors là-haut, au Havre, on faisait le thé noir. À Marseille, d'abord à Camille-Flammarion, pas loin de la gare Saint-Charles, enfin même au tout départ, quand le thé d'éléphant est créé, c'est en haut de la Canebière, rue Curiole,
C'est dans les années 1896. Puis ensuite, ça va début des années 1900, rue Camille Flammarion, pas loin de la gare Saint-Charles, là où maintenant il y a les locaux de la police scientifique. Là, on fait les infusions et le thé parfumé. À l'époque, au départ, avant qu'Unilever mette la main sur le thé éléphant, on fait du thé aussi, qui vient notamment par le port de Marseille. L'histoire raconte que le thé de l'éléphant, ça vient de là, c'est que les dockers à l'époque identifiaient la différence entre les sacs de café et les sacs de thé par un éléphant qui était sur les sacs de café, et ça a donné l'idée aux deux créateurs de la marque éléphant d'appeler le thé de l'éléphant. Donc il y avait cette usine-là à Marseille, et la troisième usine, c'était une usine qui était située à Poitiers, où on faisait les soupes Royco, puisque la marque Royco appartenait aussi à la multinationale Unilever. Et ils ont dû céder dans les années 2000 parce qu'ils avaient acheté le groupe Best Food, et dans Best Food il y avait Knorr, ils étaient en position de monopole, donc il fallait qu'ils choisissent entre Knorr et Royco. Ils se sont séparés de Royco. Ils avaient fermé l'usine avant de se séparer de la marque quand même, pour simplifier, puis pouvoir vendre mieux au groupe Campbell. Donc voilà, c'était les trois sociétés. À l'époque, on était 650 salariés à peu près, avec le siège social à Rueil. On avait l'ensemble de l'activité du site, de l'entreprise, c'est-à-dire la partie amont, achat de la totalité des matières premières, des emballages, la partie évidemment industrielle, celle où nous on travaillait, et la partie commerciale, marketing, etc. Donc la totalité de l'entreprise. Je le dis parce qu'après, j'expliquerai comment des groupes comme Unilever se sont, et les autres font pareil, Nestlé fait la même chose, et tous les grands groupes font exactement la même chose, déshabillent l'industrie, et font toujours les mêmes bénéfices, même beaucoup plus qu'auparavant, mais en faisant comme ça, ils nous cloisonnent, nous les ouvriers, à des centres de coûts, et ils déplacent les profits, et tant que le faire se peut, ils vont les mettre là où ça se voit le moins, et surtout là où payent le moins d'impôts. Ce qui nous concerne à nous, c'est dans un canton en Suisse, là où la fiscalité est autour de 6%. Alors à nous, ils nous expliquent que c'est parce que c'est le centre de l'Europe, la Suisse, et donc c'était plus facile de le mettre ici. C'était pas du tout pour des raisons de fiscalité. Quand on a je ne vais pas dire le malheur parce qu'on le revendique et on continue à le dire, on raconte nous l'histoire et on parle de détournement fiscal, on se retrouve devant les tribunaux, on a été à plusieurs reprises en correctionnel pour comment on appelle ça, atteinte à l'honneur d'Unilever, voilà, faut le faire. Alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi sur la baisse des grammages sur les sachets, où nous on disait qu'ils trompaient le consommateur, ils tuaient les salariés, puisqu'en licenciant et en mettant des familles à la rue, à terme, c'est malheureusement souvent, et pour l'avoir connu au Havre, des gens qui finissent dans la misère, dans la pauvreté, dans la dépression, dans l'alcool, et souvent malheureusement le suicide qui va avec derrière. Donc nous on a eu le malheur de dire que Unilever tuait les travailleurs, détourner le fisc, et arnaquer les consommateurs, puisque sur la matière première, par exemple sur l'exemple du thé, en 20 ans de temps, alors que c'est un produit, le thé, où c'est un des rares produits où la matière première n'a pas bougé en 20 ans. Il y a une explication à ça, parce que comme Unilever détient la quasi-totalité des plantations et du marché, c'est encore un produit qui se vend aux enchères. Et les producteurs, Unilever est incontournable, donc du coup le prix de la matière première ne bouge pas. Par contre, pour ceux qui achètent des boîtes de thé et venant d'Unilever, de Lipton par exemple, vous avez pu voir vous les produits augmenter et pas baisser, malgré que la matière première a jamais augmenté, que nos salaires n'ont pas forcément non plus beaucoup évolué. Par contre, les effectifs ont beaucoup baissé. Et par contre, si vous y jetez un petit coup d'œil, en une dizaine d'années, la matière première dans les sachets de thé est passée de 2 grammes à 1,6 g. Voilà. Et tout ça sans donner d'explication. Évidemment, le goût, et les consommateurs, nous recevaient des réclamations consommateurs où on nous disait: je comprends pas, le thé n'a plus le même goût, je suis obligé de mettre 2 sachets de thé pour avoir le même goût qu'avant. Évidemment, quand on réduit de 25% la matière première, alors la boîte elle augmente, le sachet il baisse, enfin bon bref. C'est les artifices qu'ils ont pour faire augmenter leur profit. Donc l'usine de thé au Havre ferme en 98 déjà. Fermeture du site, pas pour des raisons économiques aussi. Alors on a eu du mal à lutter, on a lutté quand même 18 mois là-haut pour essayer de conserver notre emploi et rester vivre dans nos régions. Parce que même si on nous expliquait que dans le sud il fait plus beau et c'est mieux d'aller en bas,
Nous, on préférait travailler et rester à côté de nos proches. Aller chercher le soleil, ça va, on savait faire. Hein, aller en vacances l'été, les Normands, ils savent faire, donc c'était pas forcément un objectif chez nous. Mais bon, après, derrière 18 mois de combat et ensuite, pour beaucoup d'entre nous, la vision déjà économique avec les chantiers navals qui fermaient au Havre et les perspectives d'emploi derrière, c'était compliqué. Donc 52 des familles au Havre sur les 52 familles sont descendues à Marseille, avec la perspective d'avoir au moins, entre guillemets, une garantie de finir sa carrière ici, puisqu'on nous expliquait que la fermeture du Havre, on faisait une usine de thé noir européen à Bruxelles, regroupement de l'ensemble du thé noir pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, et à Marseille, on faisait l'usine de thé parfumé et d'infusion parfumée pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'était dans ces conditions-là qu'on descendait à Marseille, donc avec des perspectives sur de nombreuses années et terminer nos carrières en bas. Bon, ça a duré très peu de temps. En 98, on descend à Gémenos, puisqu'on n'est pas à Marseille même, on est dans la banlieue marseillaise. L'usine progresse, augmente, on va dire, jusqu'à 2000-2002, jusqu'à ce qu'il y ait des changements de responsables à la direction au niveau européen. Et là, on a une évolution de l'entreprise constante, avec les effectifs qui, même s'ils ne correspondent pas à ce qu'ils avaient prévu, mais progressent, on va dire, correctement. On monte on avoisine jusqu'à 270 salariés. On traite jusqu'à 6000 tonnes de produits sur le site. 4200 tonnes complètement traitées et conditionnées sur le site, c'est-à-dire on a arrivé la matière première. Pour ce qui est de la partie des plantes, on coupait nous-mêmes, on faisait nos mélanges, on conditionnait et ça partait en produit fini à la grande distribution en France. Environ 70% pour le marché français, 30% pour le marché européen. Et 1800 tonnes qu'on exportait, enfin pas qu'on exportait, qu'on livrait en vrac aux sociétés sœurs, puisqu'on était les seuls à avoir un système d'aromatisation naturelle. Et ça les emmerdait parce que dès l'instant qu'on appuyait sur le bouton et quand on faisait un petit peu de greffe du zèle par exemple, derrière ils étaient obligés de lâcher assez rapidement et donc ça les enquiquinait un peu. Donc à partir de 2000-2002, ils changent de stratégie sans forcément nous en informer. Et donc d'usines européennes de produits, ils passent à des usines européennes de technologie. Et donc arrivent sur le marché les fameux sachets pyramides. Alors on nous explique que les consommateurs veulent de la nouveauté et veulent des sachets pyramides. Enfin, ils en ont marre d'avoir des sachets carrés. Et la nouveauté, il faut mettre dans la tasse des sachets pyramides, c'est mieux. Voilà. Alors nous, on regarde un petit peu le projet. L'intéressant du sachet pyramide, il y a un seul côté intéressant par rapport au sachet double chambre qu'on avait, c'est on est en capacité de mettre des feuilles plus grandes dedans, plus grosses, donc la qualité du produit est meilleure. Sauf qu'on a ce type de machine là, nous à Gémenos, alors pas en pyramide, mais en petit sachet mousseline pour ceux qui sont connaisseurs, où là on peut mettre des plantes au moins de la même grandeur que ce qu'on peut mettre dans les sachets pyramides et développer des saveurs très intéressantes. Bon, évidemment, on ne nous écoute pas, mais là, maintenant, on comprend maintenant, parce que l'histoire, ça, quand je vous raconte ça, c'est autour de 2003-2004. Et bon, après, derrière, c'est déjà là, à ce moment-là, ils avaient décidé de nous fermer. On a reculé par la lutte, fait reculer les échéances, mais maintenant, on se rend compte, quand on connaît l'histoire, qu'ils avaient pris cette décision-là bien en amont. Les décisions de fermeture de site, pour nous comme pour d'autres, malheureusement, ils les prennent très longtemps avant qu'elles soient annoncées. Et ils mettent une stratégie en place pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Donc nous, pour vous donner une idée de la rentabilité de notre entreprise, tout à l'heure, parler du coût du capital. Alors ça nous fait toujours hurler parce qu'il y a un problème au niveau du travail en France comme en Europe, effectivement, mais c'est sûrement pas le coût du travail plutôt. C'est sûrement pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Bien sûr. Parce qu'on ne nous parle pas justement du coût du capital. Et nous, on a fait des exercices un exercice en 2009. Donc avant qu'on nous annonce le projet de fermeture, on s'est dit systématiquement on allait en réunion annuelle de négociation sur les salaires avec notre employeur. Systématiquement on nous opposait parce que malheureusement on avait un outil qui était intéressant avant dans la CGT qu'on n'a plus aujourd'hui. Nous on est porteur pour essayer de faire en sorte de le retrouver cet outil-là. C'était un indicateur CGT qui servait aux délégués syndicaux pour quand on allait
en négociation de dire voilà ce qu'aujourd'hui est la réalité, voilà. En face ils l'utilisent parce qu'en fait systématiquement ils viennent avec l'indice INSEE et l'indice INSEE on nous explique qu'on nous augmente les salaires, nous en ce qui nous concerne et encore entre guillemets avec une organisation syndicale avec un poids quand même assez important, on arrivait à gratter au moins l'indice INSEE voire un peu plus, mais sauf que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans on s'apercevait que plus ça allait et plus les camarades ils avaient du mal à boucler les fins de mois, malgré qu'on arrivait à avoir des augmentations de salaire au moins au niveau de l'indice INSEE, voire un petit peu plus. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve nous-mêmes un indicateur. Donc on a la chance nous d'avoir une organisation syndicale dans l'entreprise où avant nous il y a des copains qui ont bien travaillé et qui nous ont laissé là, un socle intéressant. On avait des archives. Donc on s'est dit on va se construire nous-mêmes un indicateur. On va partir sur la grille des salaires de 2009 puisqu'on l'avait. On va regarder comment on était positionné par rapport au SMIC de l'époque. Et puis on va regarder en 2009, qu'est-ce que ça donne? Comment on est positionné, comment nos salaires sont positionnés en 2009 par rapport à 89, 20 ans d'évolution de la grille des salaires. Et là, quand on fait cet exercice-là, au départ, on se dit, on sait on va trouver un écart, mais on ne s'attend pas que ça soit aussi flagrant que ça. On a un écart en 2009 quand on fait ce travail-là sur les opérateurs premier niveau. On rentre dans l'entreprise, opérateur premier niveau, entre guillemets, à l'époque on rentrait beaucoup, c'était des femmes parce qu'il fallait de la dextérité, on mettait ils mettaient les sachets à la main, ils étaient beaucoup plus aptes à le faire que les hommes, donc il y avait beaucoup de main-d'œuvre féminine. Et donc ils rentraient bien souvent à 16-17 ans dans l'entreprise, pas forcément avec des bagages d'études, avec le certificat d'études, ou enfin peu importe, et ils étaient au travail. Ils rentraient à l'époque 43% au-dessus du SMIC, le coefficient 160. En 2009, on était 3% au-dessus du SMIC. Dans la même période, là où nous avait pris 40% sur nos salaires par rapport au SMIC, sur la même période, on était passé de 2 sites de production, un au Havre, un à Marseille, donc plus qu'un seul site. Si on additionnait les deux effectifs, on était 280 entre le Havre et Marseille, il n'y avait plus que 180 salariés sur le site Agemenos, donc baisse de 50% quasiment de l'effectif, baisse de 40% des salaires. Et l'autre en face, quand on a la négociation salariale, il nous expliquait que nos salaires, ils étaient trop importants, on était des lentilles, ils ne pouvaient pas nous les augmenter. Donc une fois qu'on fait cet exercice-là, on pose forcément des revendications à la hauteur pour essayer de rattraper. Si on avait été juste et si on avait voulu rattraper ce qu'on avait perdu, il aurait fallu qu'on demande une augmentation de salaire tout de suite de 600 euros. On a été raisonnable, et encore, on a demandé 200 euros. Et on est parti en conflit en début 2010 sur les salaires, mais aussi sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour vous donner aussi un autre chiffre intéressant à connaître, c'est que, et ça s'explique avec la profitabilité qu'ils ont fait grandir dans l'entreprise en baissant les effectifs et en baissant les salaires et en augmentant la productivité. Sur une boîte de thé que vous trouviez dans le commerce, autour de 1,80 €, 2,80 € selon les produits à l'époque, la totalité de nos salaires, cotisation sociale, moi je parle de cotisation, pas de charge, cotisation sociale, salariale, patronale, la totalité, y compris celle de nos dirigeants, et je peux vous garantir qu'à l'époque, ceux qui nous dirigeaient, ils étaient grassement payés pour venir nous fermer, la totalité de nos salaires là-dedans c'était 14 centimes. 14 centimes dans une boîte qui vendait jusqu'à 2,80 €. Alors quand on nous explique que le problème en France, c'est le coût du travail, s'il nous était venu l'idée farfelue à ce moment-là de dire tiens on va venir travailler bénévolement pour notre employeur parce qu'on le trouve sympathique, l'effet sur la boîte de thé ça aurait été de 14 centimes, à condition qu'il aurait répercute. Mais bon, c'est très bien qu'il n'aurait pas répercuté. Donc nous on part en 2010 déjà sur un conflit par rapport aux conditions de travail et par rapport au salaire. Donc évidemment conflit qui à l'époque est pas forcément on n'en trouve pas beaucoup dans nos régions, mais même en France, parce qu'on est plus malheureusement depuis plusieurs années toujours sur des conflits défensifs. On se met en conflit pour essayer d'empêcher une fermeture ou empêcher une restructuration. Mais là, sur un conflit comme nous, d'essayer de regagner des acquis sociaux qu'on nous avait enlevés, d'essayer d'augmenter nos conditions de l'effectif, puisqu'on avait les effectifs qui avaient baissé, on voulait augmenter les effectifs, on avait beaucoup de personnel intérimaire. Donc on part sur ce conflit-là, ça dure 9 semaines, on arrive à obtenir
parce qu'on voulait tout en augmentation de salaire, mais on obtient en pourcentage, je n'ai plus en tête, mais on obtient une augmentation intéressante. On obtient surtout de continuer à maîtriser la mutuelle qui voulait nous reprendre. Donc on continue à garder notre mutuelle et surtout on obtient des créations d'emplois avec des intérimaires qui sont embauchés à cette époque-là. Là on est début 2010. Et ensuite arrive et l'obligation pour eux, l'engagement de renégocier la grille des salaires après l'été. Et puis quand ils reviennent après l'été, au mois de septembre, au lieu de revenir pour renégocier les salaires, ils reviennent avec un projet de fermeture du site. Voilà. Donc certains peuvent dire c'est parce qu'on a lutté, on a trop demandé. Ils n'ont jamais utilisé Unilever cet argument-là parce qu'ils savaient très bien que ce n'était pas ça. La décision de fermeture, encore une fois, ils l'avaient prise bien en amont et c'est pas parce qu'on a été en conflit 9 semaines sur les salaires qu'ils ont annoncé le projet de fermeture de l'usine. Donc voilà, nous dès le départ, donc 28 septembre 2010, on part et fort de tout ce qu'on connaît, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer ça, c'est que le fait d'avoir cette connaissance économique de l'entreprise, parce que, et sans que ça soit péjoratif sur cet aspect-là de rôle qu'on a, les représentants du personnel à gérer, qui consiste à gérer le budget des œuvres sociales pour le comité d'entreprise, c'est important, il faut le faire, on le fait, mais en ce qui nous concerne à nous, c'était une toute petite partie de notre activité, l'arbre de Noël et les chèques vacances, mais le gros de partie de notre activité, c'était de s'appuyer, de se servir des outils que le droit du travail nous permet encore d'utiliser en France, qui n'est pas utilisé partout, parce que malheureusement il y a des déserts syndicaux à des endroits et les patrons ils font un peu comme ils veulent, et aussi surtout parce que en permanence on nous casse notre code du travail, donc on essaye de nous prendre un maximum des droits qu'on a encore, mais on est dans un pays où on peut, au niveau du comité d'entreprise, faire payer une expertise économique à l'employeur et désigner soi-même son expert. Donc c'était ce qu'on faisait nous systématiquement. On pouvait aussi, sur certaines, si on voyait des choses anormales, déclencher les droits d'alerte, faire déclencher une expertise. Donc tous les éléments économiques que je vous ai donnés, moi à la base je suis technicien sur les machines, je ne suis pas professeur en économie, donc vous doutez bien que ce n'est pas moi qui les ai inventés ces chiffres-là, il a bien fallu que ce soit des experts qui viennent nous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est parce qu'on a utilisé ces outils-là que le Code du travail nous permet d'utiliser, qu'on a pu avoir ces données-là, qu'on a pu les communiquer aux salariés, et quand en septembre 2010 ils viennent nous annoncer le projet de fermeture parce que soi-disant l'entreprise n'est pas rentable, évidemment il n'y a pas un salarié qui les croit. Et l'ensemble des 182 salariés sont, enfin je mets de côté la dizaine qui dirigeait l'entreprise et qui était là pour de toute façon nous fermer, et donc ceux-là n'étaient pas dans la bataille avec nous, mais la grande majorité des salariés partent dans le combat pour maintenir l'activité industrielle et les emplois. Et donc c'est par le fait qu'on ait vraiment de savoir que notre entreprise était rentable, qu'on est parti tout de suite sur ce combat-là de maintenir l'activité industrielle et les emplois. On a aussi un élément important, c'est que on est une organisation syndicale, on était en intersyndicale, on est toujours CGT, CGC, et nous, moi je suis le délégué syndical CGT, c'est pas courant dans toutes les entreprises, dans une entreprise privée, on nous explique que la CGT c'est que dans le service public, non, c'est dans le privé aussi, et dans notre entreprise, sur 182 salariés, on était 97 syndiqués à la CGT. Donc comme quoi, c'est pas réservé au service public que d'être syndiqué à la CGT. Donc, contrairement à ce qu'on essaye de véhiculer dans les médias nationaux notamment. Donc y compris dans le privé, comme dans une entreprise comme la nôtre, il peut y avoir des forces syndicales importantes et plus de 50% de l'effectif, je pense que c'était important. Et donc ce qui nous permettait d'avoir une assise importante dans la communication avec les salariés et un poids vers la direction. Donc on a, dès le départ, on dit nous, on rentre pas dans les discussions pour ce que nous on appelle à négocier un chèque à la valise, parce que ça c'est ce qu'il y a de plus facile à négocier avec des groupes comme Unilever. Ils nous attendaient, si on avait été tout de suite négocié sur ce terrain-là, on aurait certainement eu un chèque important à ce moment-là, mais c'est sur ça qu'ils nous attendaient, sur ça qu'ils voulaient qu'on aille. Nous on dit non, ce qu'on veut c'est conserver nos emplois et notre outil industriel. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît la situation économique du pays, tout le monde sait comment c'est compliqué de trouver un emploi, et nous ce qu'on dit c'est que le meilleur moyen d'avoir un emploi aujourd'hui dans notre pays, c'est de conserver celui qu'on a, surtout quand on est dans une entreprise qui fait d'énormes bénéfices. Donc on part dans cette bataille-là, rapidement celle qui consisterait à faire revenir Unilever sur sa décision. Je
veux pas dire qu'on l'abandonne parce qu'on l'a toujours mis en avant pour les contraindre à venir négocier, mais on sait très bien que ça, c'est pas de cette manière-là qu'on arrivera à conserver notre emploi, et donc rapidement on va sur essayer de trouver une solution alternative à la fermeture. Donc on fait une démonstration économique par rapport à ce moment-là, en septembre 2010, sur comment se positionne l'entreprise. Donc tout à l'heure je disais, on a traité jusqu'à 6000 tonnes de matières premières, donc pour pouvoir faire voir qu'on était les plus mauvais de la classe sur les 4 usines européennes, ils nous avaient cloisonné à 3000 tonnes de traitement par an. Donc évidemment, quasiment la moitié de la capacité. Donc quand vous faites la moitié de la capacité sur l'entreprise, évidemment, vous êtes forcément moins performant. Surtout comparé à des usines comme à Katowice où ils ont mis des tonnes et des tonnes de millions d'investissements pour faire les sachets pyramides. Donc on fait quand même malgré tout une expertise économique sur comment on se situe avec nos 3000 tonnes. Et là, on s'aperçoit que à partir de 1000 tonnes de traitement des produits, la totalité des coûts de l'entreprise est amortie. Le point d'équilibre de la société s'établit à 1000 tonnes, c'est-à-dire 4 mois de l'année pour amortir la totalité des coûts, 8 mois pour enrichir les actionnaires. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc nous, on se dit, on va faire simple, on va supprimer le gros problème, c'est-à-dire les 8 mois qu'enrichissent les actionnaires, on le supprime, et puis ce qu'il faut faire en 4 mois, on aura 12 mois pour le faire. Voilà. Donc on part sur un projet au départ de maintien de l'activité industrielle sur 1000 tonnes, avec différentes, alors je passe tous les détails, s'il y a quelques-uns que ça intéresse, on pourra bien répondre aux questions, mais toute la partie juridique, on a fait annuler 3 plans sociaux, parce qu'on était aussi dans l'ancienne procédure juridique et l'ANI n'était pas encore passée par là. Donc la loi de l'ANI, si elle avait été en place en 2010, les 3 procédures juridiques qu'on a fait annuler, on n'aurait pas pu les faire annuler. Et là où ça aurait été dramatique, c'est que aujourd'hui c'est l'administration qui juge en premier, et dans la deuxième procédure qu'on a eu à mener, où le juge en première instance nous déboute et on fait casser en appel, il nous débute en première instance parce que Xavier Bertrand, ministre du Travail, intervient directement dans notre dossier et empêche l'administration de faire son travail. Pour avoir rencontré les fonctionnaires à l'époque, et on a les preuves de ce qu'on avance, puisque c'est peut-être pas glorieux, mais on a enregistré les conversations qu'on avait eues avec ces gens-là à ce moment-là. L'ensemble des éléments étaient dans les mains de l'administration pour faire annuler la deuxième procédure. Un PV de carence avait été établi, avait été envoyé au préfet des Bouches-du-Rhône pour faire annuler le plan social. Et sous ordre de Xavier Bertrand, le PV de carence est resté en préfecture, de manière à ce qu'il soit inopérant. Pire encore, quand à la fin de la procédure, les fonctionnaires de la directe de PACA établissent une lettre d'observation avec l'ensemble des irrégularités du dossier, il reste, au dernier moment, on leur dit la lettre d'observation, vous envoyez pas, et vous laissez Unilever passer tranquillement son plan social. Donc ça, on est à l'été 2012. C'est le deuxième plan social. C'est le deuxième plan social. Donc il est appliqué. Et non, c'est le troisième. Pardon, je m'y perds. C'est le troisième plan social parce que les copains étaient licenciés déjà dans le premier. On l'avait fait annuler en appel. Donc le troisième plan social est annulé par la cour d'appel d'Aix en janvier 2013. Là, la deuxième, ils avaient été licenciés une deuxième fois, on n'arrive pas à les faire réintégrer parce qu'Unilever ne respecte pas les décisions de justice. On va devant un juge de l'exécution qui les condamne à d'abord 3 000 euros pendant les 15 premiers jours, puis 10 000 euros d'astreinte s'ils ne mettent pas en place un 4e PSE. Et c'est qu'à partir du moment où cette décision-là est applicable, parce qu'en France c'est un peu compliqué, il faut d'abord qu'il soit notifié, il faut qu'un huissier les voir, donc entre la décision et le moment où ça s'applique, il se passe du temps. Et donc c'est qu'à partir de ce moment-là, qu'enfin, au bout de 3 ans, on a les premiers contacts avec la direction d'Unilever pour négocier sur ce que nous on voulait, parce que négocier sur la prime à la valise, ça, ils étaient prêts à tout moment, mais négocier sur le maintien de l'activité industrielle et les emplois, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils viennent autour de la table. Donc là, on situe ça à partir de octobre-novembre 2013. Et donc là, on commence à rentrer dans des négociations. Alors, on avait, et on continue à considérer, nous, que c'était, comment on appelle ça, juste de le réclamer. On considérait que la marque éléphant devait nous revenir.
Et c'était le nerf de la guerre parce que démarrer tout de suite avec la marque Éléphant, qui est une marque vendue exclusivement en France, qu'Unilever a acquis à Pernod Ricard à l'époque, dans les années 70, uniquement pour en faire une marque, enlever le thé et faire qu'une marque au niveau infusion, parce qu'ils avaient déjà Lipton pour le thé noir. Donc nous, on revendiquait qu'ils nous cèdent la marque Éléphant parce qu'on considère que cette marque-là, la notoriété qu'elle a aujourd'hui, ce qu'elle représente, elle appartient plus aux travailleurs qui l'ont construit et amené là où elle est aujourd'hui qu'à des industriels ou à des groupes financiers comme Unilever qui eux passent, prennent, font des profits et rejettent. Donc là, on s'attaquait à la propriété, au droit de propriété, et c'est ce qui a été le plus compliqué. Et même si à un moment donné, on aurait pu les faire fléchir, et on aurait été bien inspiré, notamment notre ministre du redressement productif de l'époque, s'il avait été au bout de ses engagements qu'il avait pris avec nous, ou en campagne électorale à l'époque, aux primaires pour la candidature aux élections présidentielles, d'abord chez nous dans l'usine, puis ensuite en meeting à Marseille, il a évoqué sur notre dossier 2 points forts qu'il mettrait en œuvre pour faire craquer Unilever. Le premier, c'est que si Unilever voulait faire ses productions à l'étranger, il les taxerait à 200% à la frontière, même s'il n'y a plus de frontière aujourd'hui, mais 200% pour que ça rentre dans le pays. Et le deuxième, et celui-là, il n'y a pas mis le pistolet sur la tente pour qu'il évoque cette possibilité-là, il avait dit je réquisitionnerai la marque Éléphant et j'indemniserai Unilever à la hauteur ridicule qu'ils ont l'habitude d'indemniser leurs salariés. Donc nous, quand on a vu qu'il était, certes pas retenu comme candidat à la présidentielle, mais après ministre du redressement productif, on s'est dit, c'est tout bon, on va réquisitionner la marque Éléphant. C'est pas si simple que ça. Il y a le discours et après il y a les actes. Alors on ne peut pas dire non plus, pour être complètement objectif, qu'il n'y a rien qui s'est passé, parce que sinon ça serait malhonnête de ma part de le dire, et d'ailleurs on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois et de lui dire en face plusieurs fois. Oui, on a reconnu qu'il y a des choses qui ont été faites. Quand en mai 2012 il y a le changement de gouvernement, oui, il y a quelque chose d'important qui est fait sur notre dossier, puisque Unilever, pour pouvoir nous mettre la pression, s'arrange avec le propriétaire des bâtiments, trouve un repreneur qui faisait des chips complètement farfelus pour nous vider de l'usine et nous empêcher de mettre notre projet en œuvre, puisqu'il aurait fallu vider toutes les machines. Et donc du coup notre projet est tombé complètement à l'eau. Donc là, la communauté urbaine de Marseille, à l'époque présidée par un socialiste, Eugène Caselli, sous on va pas dire d'ordre, mais bien aidé par à l'époque Arnaud Montebourg, ils préemptent les bâtiments et les terrains et ils achètent les bâtiments et les terrains, ce qui stoppe complètement l'autre projet que la direction voulait mener, ce qui a comme implication d'imposer à Unilever de céder à l'euro symbolique l'ensemble de l'équipement et donc de les empêcher de nous expulser à ce moment-là. Donc c'est un moment important dans notre conflit, donc il faut noter que ça a été fait, sinon ça ne serait pas juste de le dire. Par contre, nous, ce qu'on disait et ce qu'on continue à dire, c'est parce que là on est en septembre 2012, une fois qu'on a cet élément-là, bien sûr c'est important, c'était bien, mais si on avait voulu faire un musée dans notre usine, c'était suffisant. Mais c'est pas un musée qu'on voulait faire, c'était reprendre une activité industrielle. Et pour pouvoir reprendre l'activité industrielle, là il nous fallait notamment la marque Éléphant, ou au moins des éléments concrets pour pouvoir avoir des volumes d'activité pour démarrer. Et donc, ce que certains nous disaient, grosso modo, ça y est, il y a les bâtiments, les terrains, vous avez les machines, c'est bon, laissez-les tranquilles, maintenant Unilever quand même, ils ont déjà lâché beaucoup. Nous, on a continué, on n'a pas écouté, on a continué à se battre, parce qu'on considérait que ce n'était pas aux contribuables français, après, de venir financer le projet des Fralib, mais c'était d'abord à Unilever de payer la casse sociale qu'ils avaient mis en œuvre complètement injustement, et ensuite, après, s'il y avait des aides à faire, à regarder ce qui pouvait être mis en place. Donc, on a bien fait, puisque du coup, en continuant la lutte, en continuant les actions juridiques, on a pu obtenir un accord de fin de conflit en mai 2014, donc au bout de 1336 jours de lutte. Retenez bien ce chiffre-là, vous verrez plus tard pourquoi. Aujourd'hui, je ne vous le dirai pas, mais retenez bien le chiffre de 1336 jours de lutte. Et à partir de ce moment-là, on construit notre projet de scope. Pour faire court sur l'accord, Unilever a communiqué que ça leur a coûté 20 millions d'euros l'accord. Il faut savoir quand même qu'ils avaient mis déjà beaucoup sur la table pendant les 4 ans
parce que c'était 2 huissiers en permanence sur le site, c'était des gardes du corps qui nous ont mis en permanence sur le site. À un moment donné, on s'est affronté avec 30 gardes du corps pour pouvoir récupérer notre usine. Donc des moyens financiers énormes au niveau des avocats, les procédures, etc. Ça leur a coûté la peau des fesses. Et donc uniquement sur la partie accord, 20 millions. Comment se décomposent les 20 millions? C'est très simple. Autour de 10 millions, un peu plus de 10 millions, c'est l'ensemble de tout ce qui concerne individuellement les salariés. C'est-à-dire parce que à plusieurs reprises, on a été privé de nos salaires. 2 mois, ensuite 4 mois. Donc il y avait des actions juridiques. Donc ça, c'était le paiement des retenues de salaire. C'était le paiement des indemnités de préjudice que l'ensemble des 76 salariés qui sont restés en lutte jusqu'au bout ont pu obtenir. C'était les cotisations sociales qu'on leur a imposé de payer, puisque comme ils étaient injustement licenciés, nos camarades, nous on a dit, il n'est pas question que la partie où ils ont été licenciés, où ils ont été inscrits au Pôle emploi injustement, vous ne payez pas les cotisations, donc on leur a imposé de payer les cotisations. Donc tout ça, ça représente autour de 10 millions. Ensuite, il y a à peu près 7 millions, c'est le chiffrage de la valeur de notre outil industriel. Et ensuite, le reste, 2 850 000, c'est ce qui rentre dans la scope pour pouvoir démarrer l'activité. C'est beaucoup, mais je peux vous garantir que vu l'équipement qu'on a, c'est pas non plus, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est pas non plus énorme pour pouvoir démarrer et construire ce qu'on veut construire. Donc depuis ce moment-là, on a, alors j'aime pas trop le terme, mais j'ai pas trouvé mieux. La première partie, c'est on a soldé le conflit. En mai, juin, juillet, sur les 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout, on a réglé la partie qui individuellement nous concerne les uns et les autres. Il reste encore quelques trucs à régler, notamment sur les salariés protégés comme moi, puisque j'ai été licencié que là au mois de janvier. Mais bon, grosso modo, cette partie-là, c'est réglé. Ensuite, et en parallèle, évidemment, on a construit la SCOP. Alors pourquoi une SCOP? Ça me pose souvent la question. Quand on construit le projet alternatif dès janvier 2011, nous on l'écrit comme ça, on dit voilà, on veut maintenir notre activité industrielle et nos emplois, on veut continuer à travailler sur notre site, faire ce qu'on sait faire, et on veut le faire avec une entreprise qui répond à nos valeurs et à la manière dont nous on veut travailler dans l'entreprise. Et on dit, voilà, à l'époque, on regarde un petit peu, on parle de SCOP, on parle de SCIC, c'est les SCOP avec des collectivités qui peuvent intervenir dedans, et on l'écrit comme ça, ou toute forme juridique qui permette de répondre à ce que nous, on veut mettre en œuvre. Et on essaye de creuser plutôt cette partie-là. Et rapidement, entre guillemets, on déchante, parce qu'on se rend compte que finalement, même si on nous explique qu'en France, on peut faire un petit peu plein de choses, et c'est le pays des droits de l'homme, et les bonnes idées peuvent être mises en œuvre, c'est pas si simple que ça, surtout dans le monde de l'entreprise. Il y a des carcans, il y a des règles, et on ne peut pas inventer l'entreprise qu'on rêverait comme on a envie. Il faut faire les choses dans ce qui existe aujourd'hui. Donc on a pris ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'on a choisi le modèle SCOP. Quand je dis ça, c'est pas une critique sur le modèle SCOP, parce que si on le fait, c'est que ça nous plaît, mais si on avait le choix, il y a un certain nombre de choses qu'on ne ferait pas de cette manière-là. Donc grosso modo, là dans l'application, je viendrai peut-être après dire quelques mots sur comment on fonctionne. On est obligé de se plier à des formes juridiques, donc on le fait, parce que c'est comme ça dans notre coopérative, mais dans le fonctionnement en interne, on essaye de le faire et on le fait comme nous on veut le faire. Alors, par exemple, je vais donner cet exemple-là, on nous impose d'avoir un président, un directeur général, etc. Ça, s'il n'y avait eu que nous, on n'avait pas forcément envie d'en désigner un. Nous, ce qu'on veut, c'est un collectif de travailleurs qui soit responsable, que tous, on prenne la responsabilité en main de notre entreprise et que chacun, il puisse, à son niveau à lui, avoir un bout de la responsabilité des choix stratégiques de l'entreprise. Donc, il n'y a pas besoin d'y avoir une personne au-dessus d'un autre pour pouvoir que ça se fasse. On n'est plus à l'école maternelle, on a tous un minimum quand même d'éducation, un minimum de compétences, et on est tous en capacité de pouvoir donner notre contribution au choix de l'entreprise. Donc on construit notre scope. Donc sur les 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout, 57 repartent dans la scope. On a créé une association pendant toute la lutte qui a géré toute la partie solidarité qui a été énorme autour de nous et qui nous a permis de tenir, notamment dans les parties où on est privé de salaire. Là, il a fallu, s'il n'y avait pas eu toute la solidarité qu'il y a eu autour de nous, on n'aurait pas tenu.
Donc, donc l'association est membre de la SCOP. L'association, elle s'appelle Force et Bonté, parce que le slogan du Thé de l'éléphant, c'est Force et Bonté, mais Bonté, B-O-N-T-E. Hein. Et nous, on l'a transformé, on a fait Force et Bonté, B-O-N, plus loin, T-H-E. Et donc, notre association est membre de la SCOP. 57 ont adhéré à la SCOP. Donc, on a 57 coopérateurs. Pourquoi 57 et pas 76 ? C'est tout simple. Hein, quand vous avez une annonce de projet de fermeture le 28 septembre 2010, que vous avez entre 56 et 57 ans, et puis que vous partez en conflit, et puis que le conflit se termine en mai 2014, vous en avez 60 ou 61. Donc on comprendrait très bien qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes d'entre nous. Ils ont été jusqu'au bout dans la bataille avec nous, et ça on ne les remerciera jamais assez, parce que c'était, je peux vous garantir, par exemple le délégué syndical CGC, c'est quand même pas anodin. 28 septembre 2010, annonce du projet de fermeture. 25 octobre 2010, c'est-à-dire un mois après, il a 60 ans, il a tous ses droits pour partir à la retraite. Il est resté avec nous jusqu'au bout, il a lutté jusqu'au bout avec nous, et toujours en intersyndical avec nous, et toujours dans la même ligne avec nous. Et il est parti que là, et il va partir simplement maintenant en retraite, donc il n'a rien abandonné. C'est important de le souligner parce que je peux vous garantir que c'est pas partout comme ça que ça se passe. Et bien souvent, malheureusement, en catimini, on va dans le bureau du directeur et puis on négocie son mandat et on part. Voilà, ça se passe malheureusement quelquefois de cette manière-là. Donc nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est toute la solidarité qu'il y a autour de nous qui a fait qu'on a pu tenir. Donc 57 qui redémarrent. Sur les statuts qu'on a déposés, on a souhaité qu'il y ait un conseil d'administration suffisamment important et qui reflète l'ensemble de l'entreprise, donc que tous les services soient représentés. Et on l'a pas fait exprès, malheureusement on a beaucoup moins de femmes qu'avant, l'effectif de femmes est moins important que d'hommes maintenant, parce que là, les technologies ont évolué et c'est comme ça. Mais bon, en pourcentage, ça s'est fait naturellement, il y a autant de femmes en pourcentage dans le conseil d'administration qu'il y a dans l'effectif des 57. Et on a mis un conseil d'administration à 11, parce que pareil, comme il y avait l'obligation de désigner un président, et dans un conseil d'administration d'une SCOP, le président il a 2 voix en cas d'égalité, et nous c'était complètement inenvisageable qu'un de nous ait 2 voix. Donc nous on a mis volontairement un nombre impair, de telle sorte que, et ça sera systématiquement un nombre impair, si jamais il y en a un d'entre nous qui s'en va, soit on en coopte un, ou soit il y en a un de nous qui démissionnera pour qu'on soit toujours un nombre impair. Et parce que voilà, nous on souhaite le faire de cette manière-là, il n'est pas question que même si dans les statuts c'est écrit que en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante, pour nous dans le fonctionnement, il n'est pas question qu'il y en ait un d'entre nous qui ait la possibilité de décider pour tout le monde. Donc c'est peut-être des questions de principe, mais nous on est attachés à tout ça. Et donc comme on fonctionne aujourd'hui, donc on a l'organe majeur décisionnaire, c'est l'Assemblée générale, l'Assemblée des coopérateurs. C'est eux qui décident des décisions les plus importantes. Donc après, quand on fonctionnera et que l'entreprise démarrera, il est prévu qu'elle se réunisse une fois par an. Le conseil d'administration est élu pour 4 ans. Donc on est 11 au conseil d'administration. On a un président, un directeur général délégué. Et c'est ces 3 personnes-là parce que on n'est quand même pas complètement non plus naïf et on sait que l'entreprise, on ne va pas réunir non plus l'ensemble de l'Assemblée générale des coopérateurs à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ou même le conseil d'administration à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre. Il faut aussi qu'on soit capable d'être réactif et de prendre des décisions importantes très rapidement. Donc dans ce conseil d'administration, ces 3 personnes-là sont ce qu'on a appelé nous le comité de pilotage de l'usine, et donc seront à même ces 3 personnes-là à prendre des décisions, mais toujours en ligne avec ce qu'on aura tracé, ce que les coopérateurs auront tracé. Si demain les 3 ou un des 3 prend une décision parce qu'à un moment donné il est tout seul et qui ne colle pas à ce qui avait été décidé, il y a le conseil d'administration qui peut les remettre dans les clous, ou l'Assemblée générale se réunit et puis on fait sauter ceux qui font plus l'affaire et on en met d'autres à la place. C'est quand même une grosse différence avec ce qu'on a pu vivre avec, pour ma part, 30 ans de travail chez Unilever. Voilà, je pense que... Alors, un petit truc quand même pour dire sur le cœur du sujet de notre métier.
essentiellement, nous, ce qu'on veut relancer, on va travailler sur le thé. J'ai parlé de solidarité, on a fait des productions militantes pendant notre conflit, parce qu'on a fait tellement d'actions, à un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, parce que la direction de son côté nous faisait passer pour des casseurs, on avait tout cassé dans l'usine, alors nous, ce qu'on voulait, c'est redémarrer l'activité, on aurait pas mal idiot de casser notre outil industriel. Donc, au contraire, nous, on l'a bichonné et on a tout fait pour qu'il reste en bon état. Et donc, on s'est dit, on va essayer de trouver, à un moment donné, c'est en 2012, une action qui marque et qui soit en lien avec le projet qu'on porte. Alors, comme on porte un projet de relancer la filière plantes aromatiques et médicinales dans la région, enfin dans nos régions, pour vous donner quelques exemples, autrefois, dans les années fin des années 90, début des années 2000, jusque-là, on s'approvisionnait sur toutes nos plantes dans les régions, en France ou surtout dans les régions sud-est, Rhône-Alpes, PACA et sud-ouest de la France. Un peu ailleurs aussi, parce qu'il y a des plantes qui poussent aussi et qui peuvent être cultivées ailleurs en France. Et les groupes comme Milieu Vert, mais Ducros a fait la même chose et d'autres pareil. À partir de cette période-là, ils ont arrêté de s'approvisionner en France pour aller chercher les produits en Amérique latine ou en Europe de l'Est. Un exemple tout simple, et c'est valable pour toutes les autres plantes, le tilleul par exemple. Quand en 2000 on s'approvisionne en tilleul en France, la cueillette annuelle de tilleul, essentiellement sur ces trois régions-là, PACA, Rhône-Alpes et sud-ouest de la France, c'est 400 tonnes à l'année. Aujourd'hui, la cueillette, c'est 10 à 15 tonnes. C'est pas que les tilleuls sont plus là, ils sont toujours là, il suffit d'aller vous balader dans la Drôme, dans le parc des Baronnies où il y a des magnifiques tilleuls, mais c'est plus cueilli parce que les groupes les achètent plus, les producteurs s'ils cueillent, il n'y a personne pour leur acheter, et quand on leur achète tellement une misère, ils préfèrent à la même période cueillir les cerises et les vendre plutôt que de cueillir le tilleul. Donc voilà, et aujourd'hui un tilleul éléphant, puisque le marque éléphant est vendu qu'en France, le tilleul éléphant et cerise sur le gâteau, depuis 3 ans, ils l'ont fait labelliser bio. Il faudra nous expliquer qu'est-ce qu'ils mettent derrière le bio, eux. Le tilleul éléphant, il part d'Amérique latine, il arrive par bateau au port d'Hambourg. Du port d'Hambourg, il traverse l'Allemagne pour aller à l'est de l'Allemagne, 600 km pour se faire couper chez un copacker. De là, il repart par camion, il va à Katowice pour être mis en sachet. De Katowice, il reprend le camion pour revenir sur le marché français pour être vendu aux consommateurs français avec le petit label bio. Voilà ce qu'ils font avec le tilleul. Et ce qu'ils font avec la camomille, ce qu'ils font avec la menthe, ce qu'ils font avec la verveine, ce qu'ils font avec toutes les plantes aromatiques qu'on peut trouver dans nos régions, mais qui préfèrent faire voyager de partout en Europe. Donc nous, on s'est dit, on va faire un exemple en production militante pour faire voir ce qu'on veut reconstruire en lien avec les producteurs. On a pris notre petit camion, on a été à Buis-les-Baronnies, on a été acheter un peu de tilleul, on l'a ramené dans notre usine, on l'a conditionné, et on l'a fait pour la première fois à la Fête de l'Humanité en 2012, où on a conditionné 5000 boîtes de tilleul avec nos moyens à nous et nos méthodes à nous. Alors, on a eu des bâtons dans les roues parce qu'on utilisait les emballages qui nous restaient d'Unilever, donc il a fallu, on les a fait sur nos machines, on a repris tous les sachets à la main parce qu'il y avait les petites étiquettes Lipton, donc on n'allait quand même pas vendre, on donnait le tilleul et on nous donnait la solidarité en retour. Mais on coupait l'étiquette Lipton, parce que comme on boycottait Lipton, on n'avait quand même pas accepté que nos tilleuls aient la petite étiquette Lipton. Donc on l'a fait comme ça, voilà ce qu'on veut refaire au niveau des plantes aromatiques. Donc on n'est pas non plus complètement naïf, on sait très bien qu'on ne va pas relancer cette filière-là comme ça, en claquant du doigt et en revenant du jour au lendemain. On ne va pas repasser de 15 tonnes à 400 tonnes comme ça, il va falloir du temps. Donc pour le tilleul, pour la camomille, mais aujourd'hui on sait que c'est possible. On a déjà des contacts bien avancés avec des producteurs, avec une société dans la Drôme qui regroupe 30 producteurs, une société en Anjou qui regroupe 70 producteurs. Ils sont en capacité de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu compliqué, parce que le monde paysan, c'est pas forcément tous sur la même ligne de mire que nous, mais bon, je pense qu'il y a des choses à faire ensemble, donc ça va peut-être prendre du temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de bâtir avec eux, pas des relations de clients-fournisseurs, on veut bâtir avec eux des relations de partenariat. On ne veut pas aller tous les ans aller discuter du prix du tilleul ou du prix de la menthe. On veut que s'instaure un partenariat. Et puis si parce que pour X raisons, la saison n'a pas été bonne, il y a eu des intempéries, etc. Et puis il faut l'acheter plus cher, et on l'achètera plus cher. Mais qu'en contrepartie, l'année où la saison a été florissante, on compte sur eux pour que le prix soit il stagne ou soit il soit
moins important pour nous, pour qu'au bout de la chaîne, tout le monde s'y retrouve. Nous, parce que ça fera vivre, ça fera tourner nos machines, ça fera venir les travailleurs du fruit de leur travail, et eux, les producteurs, parce que plus on vendra de tilleuls et de verveines, et plus ils vivront, et ils pourront aussi mettre en œuvre un certain nombre de plantations, parce qu'on sait qu'il y a par exemple la verveine, ça a été complètement lâché par certains producteurs, alors que ça peut pousser ici, et tout un tas d'autres plantes. Sur le thé, ça ne pousse pas en France, donc là ça c'est plus compliqué, même si à La Réunion il y a quelques plantations, mais bon, ça ne pousse pas en métropole. Donc là, même chose, c'est un peu l'idée qu'on a, c'est de travailler directement avec les producteurs. Moi j'ai pu me rendre au Vietnam en 2012, parce qu'on a une fédération qui est très active au niveau international. Donc avec notre fédération et le Conseil général du Val-de-Marne, qui a un partenariat avec une province du nord du Vietnam, où ils ont des théiers centenaires, des théiers magnifiques. Ils ont des théiers, vous avez l'impression de rentrer dans un champ d'olivier. Ils ont plus de 300 ans pour certains. Donc c'est du thé vert qui est d'excellente qualité. Donc nous, l'idée, c'est de travailler avec eux. Ils sont en train de se faire. Nous, on s'est fait certifier bio. Ça y est, notre site est certifié bio. La plantation au nord du Vietnam, ils sont en train de se faire aider pour être certifiés bio aussi. Donc on veut travailler. Donc c'est au niveau du thé, ce qu'on veut mettre en œuvre. On a aussi des contacts avec le Sri Lanka. On a des contacts avec Madagascar. On a des contacts avec le Laos, donc on a aussi des possibilités. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de travailler directement avec des producteurs à la source. Et puis forcément, nous, nos produits ne viendront pas ni par le port d'Hambourg, ni par le port de je ne sais pas où. Même si fiscalement, ça coûte moins cher, il viendra par le port de Marseille, parce que nos copains à Marseille ont besoin de travailler aussi au port. Et puis il n'y a pas de raison, c'est quand même plus simple que le bateau il arrive au port de Marseille, on ira le chercher, il viendra chez nous. Il y a 20 km, c'est quand même beaucoup moins compliqué que de lui faire traverser toute l'Europe. Voilà ce qu'on veut mettre comme en œuvre. Et alors, pour finir, on s'était fixé comme objectif de régler tout ce qui était administratif, juridique, etc. avant la fin de l'année. C'est fait, quasiment. Il reste un truc à régler, c'est les bâtiments et les terrains, parce que vu que la majorité, c'est un peu plus compliqué de discuter avec eux. Mais bon, on va trouver la solution. Et démarrage de l'activité, fin de ce premier trimestre, début du deuxième. C'est encore trop juste pour dire si on y arrivera, mais je pense qu'on tiendra cet objectif-là aussi. Et au printemps, vous aurez les produits. Voilà.